Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Pas de salon de l'agriculture cette année, ce qui ne veut pas dire qu'on ne débat pas des questions agricoles, au contraire. Elles ont été au centre de nos vies pendant un an, pendant cette période de confinement. Et Stop Intox est là pour apporter de l'information, peut-être déconstruire aussi certaines idées reçues. Sur le sujet du jour, la question des exportations. Est-ce que nous avons vocation, nous Français, à exporter d'abord notre production, la production brute, la production transformée? Pour en débattre, nous avons rassemblé autour de ce plateau parmi les meilleurs spécialistes. Jean-François Lépy, vous êtes directeur général du groupe Soufflet. Vous avez été dans l'actualité il y a très peu de temps, c'est ça, Soufflet Négoce, pour être tout à fait précis. Vous avez été dans l'actualité, et vous le restez d'ailleurs, puisque dans l'actualité agricole, il y a notamment ce projet de rapprochement avec InVivo, constitué des géants, des champions qui font rayonner la France, la valeur de la France, et notamment sa capacité à produire l'agriculture du monde, l'alimentation du monde. En face de vous, Sébastien Abyss, c'est le directeur général du Club Déméter. Vous allez nous dire en deux mots ce que c'est que le Club Déméter. Vous êtes vous-même chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégique. Et le mot stratégique, il a du sens. On fait de la stratégie, en réalité, quand on fait du commerce international. Didier Delzesco, vous êtes président d'Inaport. Alors avec vous, on parlera aussi de géopolitique. On sait qu'il y a une espèce de mur, c'est pas le mur de Berlin, mais il y a un mur qui empêche la production française de porc d'aller vers l'Est, de franchir notamment les frontières de la Russie. Tout ça, c'est le produit de la géopolitique et ça a des conséquences géoéconomiques que vous évoquerez. Et puis nous sommes en liaison avec Georges Ossalter, consultant. C'est l'ancien président du CIVB, le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Heureusement, chers amis de l'agriculture, que nous avons les grands vins, les productions d'alcool en France qui nous permettent peut-être de compenser nos handicaps dans le domaine du commerce extérieur. On va commencer avec vous, Sébastien Abyss, directeur général de Déméter. En un mot, qu'est-ce que c'est d'ailleurs Déméter? Dites-nous. Le Club Déméter, c'est un écosystème qui regroupe plus de 70 entreprises et structures professionnelles du secteur agricole, agro-industriel et alimentaire, mais qui fédère aussi 3 ministères, 18 écoles d'établissements supérieurs. Et nous travaillons avec un certain nombre d'experts français ou internationaux pour regarder les grandes dynamiques mondiales dans l'agriculture et dans l'alimentaire. Vous arrivez avec les derniers chiffres du commerce extérieur. On le disait, heureusement qu'il y a une contribution de l'agriculture, de l'agroalimentaire. On y inclut les produits qu'on mange, les produits qu'on boit aussi, puisqu'on parlait des vins notamment. Et cette année, à nouveau, en dépit des circonstances, l'agriculture française a été résiliente. Oui, c'est toujours important, je crois, de rappeler que dans notre pays, nous avons une agriculture qui est performante avant tout et surtout pour nourrir la population française, mais qui est aussi capable de mobiliser des surplus à l'export ou de valoriser des productions françaises qui correspondent à des attentes du marché mondial, à des attentes de certains clients, qu'ils soient européens ou internationaux. Et les chiffres 2020 ne démentent pas en fait cette performance structurelle de la France depuis plusieurs décennies. Ça fait depuis 20 ans, par exemple, que le chiffre du total d'exportation agricole et agroalimentaire de la France progresse. C'est toujours plus de 50 milliards d'euros. En volume ou en valeur, ou les deux? En volume et en valeur. Ouais. Et nous avons plus d'exportations en volume et en valeur. Il y a eu un renchérissement aussi des prix sur les marchés mondiaux, sur un certain nombre de commodités qui ont fait que cette performance économique est à la hausse. Mais depuis 10 ans, c'est systématiquement plus de 50 milliards d'euros par an et c'est en 2020 62 milliards d'euros. Il faut quand même mettre en parallèle ce chiffre de l'exportation de produits agricoles et de produits agroalimentaires, 62 milliards, c'est 15% du total des exportations françaises. Et comparativement, l'aéronautique en 2020, c'est 35 milliards. L'automobile, c'est 40 milliards. La pharmacie, c'est 35 milliards. Alors certes, il faut insister sur le fait qu'un quart de cette exportation agricole et agroalimentaire provient des produits agricoles et 3/4 de produits de l'agroalimentaire, donc transformés. Donc ça, c'est une réalité qui s'est imposée depuis plusieurs années. Mais les produits transformés sont des produits en général à valeur ajoutée supérieure. Exactement, c'est ce qui génère du coup cette performance économique. L'agriculture française et l'agroalimentaire, moi je plaide pour qu'on arrête de saucissonner le sujet en disant les uns et les autres ne travaillent pas dans la même vocation. La finalité, c'est de nourrir la population mondiale ou de contribuer à d'autres équilibres sectoriels. Bon, vous faites sourire Monsieur Delzesco, pourquoi? Pour le saucissonner, parce que vous représentez Inaport, l'interprofession nationale porcine.
on va revenir sur les chiffres, sur la géographie générale de nos exportations, mais puisqu'on en est à évoquer nos forces, il faut dire un mot de nos faiblesses aussi, en tout cas des obstacles que nous rencontrons. Il y a notamment des obstacles de caractère géopolitique auxquels vous êtes confrontés, vous, et ça ne date pas de cette année. Alors, on l'a été confronté en 2014 avec la Russie. Jusqu'en 2013, la Russie était le premier pays importateur de viande de porc par rapport à l'Europe. Et en fait, on a eu une crise sanitaire liée à une peste porcine africaine, une crise sanitaire doublée ensuite de la crise Crimée. Et en fait, la Russie a fermé ses frontières en janvier 2014. Et c'est vrai que ça a créé un choc très très fort sur le plan économique, puisque ça a eu un impact direct sur les cours du porc en Europe, et qu'il a fallu plusieurs années pour arriver à rééquilibrer, à trouver de nouveaux marchés, notamment la Chine. Donc c'est vrai que la dimension géopolitique, elle est fondamentale dans les relations internationales. Ça a été le cas avec la Russie. C'est aussi le cas de temps en temps avec la Chine, qui est un gros pays importateur. Ouais, on consomme beaucoup de porc en Chine, c'est ça? Oui. Et la Chine n'a pas la capacité à ce stade à produire ce qu'elle met dans l'assiette des 1 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard. On ne sait pas d'ailleurs exactement. La Chine est le premier pays producteur et consommateur de viande de porc, mais c'est à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire alors si on reviendra peut-être sur les aspects sanitaires, mais avant qu'il y ait la crise sanitaire, la Chine produisait 52 millions de tonnes de viande de porc et consommait 55 millions de tonnes. Donc on se dit 3 millions de tonnes, à l'échelle de la Chine, c'est pas très très important, c'est 5-6%, mais 3 millions de tonnes, c'est très important sur le marché international. Depuis, ils ont eu un gros problème sanitaire avec la peste porcine africaine, puisqu'ils sont descendus à 40 millions de tonnes en 2020, en 2019-2020. Et en fait, ils n'ont pas pu compenser leur baisse de production. Ils sont montés à 5 millions de tonnes importées, et c'est vrai que ça correspond un peu à un Eldorado au niveau du commerce international pour les pays producteurs de porc. Alors, on va revenir sur ce marché dans le détail. Il faut rappeler simplement que la France importe du porc aujourd'hui. Oui. Alors, il faut répondre à la question, on le fera tout à l'heure, une question pourquoi on importe si on exporte. Est-ce que notre production, elle serait pas mieux chez nous? À quel prix? Donc c'est la question des volumes, c'est la question des prix. Mais on poursuit le tour de table avec Jean-François Lépy, directeur général Soufflet Négoce. Bon, je le disais tout à l'heure, vous êtes dans l'actualité, vous êtes meunier, maltier, boulanger industriel. Malteur, pardon. Très bien. Boulanger industriel. Et vous avez, vous aussi, évidemment, vocation à exporter. La France, dans votre activité, reste une grande puissance productrice, exportatrice? Tout à fait, oui. Donc, je vous remercie de l'invitation d'être parmi vous pour ce débat. Donc, le groupe Soufflet est effectivement très implanté en France. Donc, nous sommes en plus que d'être premier transformateur, exportateur, on est aussi collecteur et on travaille beaucoup avec l'agriculture française en tant que fournisseur et reprendre ses produits. La place de l'export chez nous, ça a été l'ADN du groupe. Ça a toujours été la vocation exportatrice, trouver des débouchés sur les productions agricoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la filiale que je dirige du groupe, qui est le commerce international, on fait plus de 6 millions de tonnes d'exportation de céréales françaises par an. C'est beaucoup. C'est presque entre 15 et 20% des exports, tout mode confondus. Et si on regarde sur les pays tiers, on est plutôt à 25%. Donc on a une place significative en France. Nos filières, parce qu'on a mais quel a été vous savez, dans la vie d'une entreprise, il y a souvent les intuitions du chef d'entreprise et de tous ceux qui l'entourent. L'ADN de l'entreprise, dès le départ, c'est se projeter à l'étranger, se projeter à l'extérieur? Alors, les racines de l'entreprise sont agricoles, c'est-à-dire que les premiers clients, ce sont les agriculteurs. Et du coup, pour construire des filières, il faut trouver, en tout cas, des débouchés ou trouver des valorisations. Et c'est vrai que naturellement, les marchés d'export sont devenus vraiment naturels chez nous. Donc on a commencé par exporter des céréales dans les années 70 sur l'Angleterre, sur l'Italie. Bon, l'Angleterre a eu sa révolution agricole et est redevenue exportatrice ensuite. Et après, on est allé chercher les pays qui sont à proximité, dans le bassin du Maghreb, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et aussi l'Asie du Sud-Est, puisque aujourd'hui la Chine est un acteur important du marché mondial. Angleterre, à partir de 79, Margaret Thatcher, on change de modèle agricole, c'est bien ça, et tous ceux qui de temps en temps se rendent à Londres en Eurostar comprennent que tout ce qui est entre la côte et Londres, c'est un grand champ de blé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'agriculture vivrière en Angleterre, l'agriculture a été convertie aux grands marchés internationaux, donc c'est finalement un rival aujourd'hui, la Grande-Bretagne. Alors,
la Grande-Bretagne, pardon, a eu une vocation exportatrice il y a quelques années. Maintenant, c'est une île qui est quand même densément peuplée, sur laquelle ils ont reconstruit des industries. Je pense notamment les industries d'éthanolières, qui ont fait que la balance consommation-production est plutôt à l'équilibre, et deviennent de plus en plus dépendants de l'importation. Bon. Et on a toujours, en dépit du Brexit, là, faut dire un mot quand même, oui. Parce que c'est l'actualité de l'année. En fait, comment ça se passe? C'est plus compliqué ou pas? Alors, ça dépend des métiers du groupe. Pour nous, ça a été plutôt, je dirais, plutôt assez fluide, puisque les sujets céréaliers étaient assez clairement identifiés dans l'accord qui a été trouvé juste avant la deadline. Par contre, sur des produits, je dirais, on exporte aussi des produits agroalimentaires sur l'Angleterre. Du malt ou pas, non? La bière. On en fabrique du malt sur place, mais on exporte aussi par exemple du riz et des légumes secs. La complexité vient dans la chaîne logistique et toutes les problématiques qu'on peut rencontrer de douane, de documentation et de papier. Bon, très bien. Dans la grande division européenne, buveurs de bière, buveurs de vin, vous les mettez où, les Anglais, vous? Dans les deux. Les deux. C'est ça. Nous sommes précisément avec Georges Haussalter. Merci d'être avec nous. Vous êtes à distance. Vous êtes consultant, l'ancien président du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux. Alors, on va le faire avec beaucoup de discrétion, mais en même temps avec une certaine forme de fierté. Heureusement que nous avons nos productions liquides, parce qu'elles alimentent pour beaucoup les chiffres que vous donniez tout à l'heure, Sébastien, les chiffres de la capacité française à se projeter à l'extérieur et à produire de la valeur. On va dire deux mots des barrières douanières qui existent aux États-Unis ou ailleurs, mais cette année encore aurait été une bonne année, Monsieur Haussalter. Oui, bonjour et merci de votre invitation et excusez ma présence à distance, mais effectivement, merci. Oui, donc effectivement, le vin et les spiritueux sont traditionnellement un grand secteur exportateur français puisque en 2020 encore, nous avons représenté plus du quart des exportations agricoles françaises avec plus de 12 milliards d'euros. Et ce qui est évidemment à noter, c'est que sur ces 12 milliards, l'excédent, c'est 11 milliards. Avec une grande diversité de destinations géographiques et une grande diversité de productions exportées. Et cette grande tradition exportatrice française, donc, dont nous sommes fiers, puisque c'est finalement un des rares secteurs d'activité où la France conserve son rang de leader mondial. Avec de la concurrence ou pas? Est-ce que vous êtes confronté à la concurrence des nouveaux vins? Enfin, je vois bien que les habitudes de consommation ont changé. On exporte notamment dans les pays anglo-saxons où on a un goût pour, vous savez, les vins, ce que j'appelle les vins Coca-Cola, c'est-à-dire les vins qui se ressemblent tous, des vins de cépage, qui sont pas des vins d'assemblage comme on les fait en France. Bon, est-ce que le vin français, avec sa typicité, avec ses qualités particulières, son identité, a toujours une place sur les marchés internationaux? Et est-ce qu'on le vend au bon prix d'ailleurs? Alors, vous posez beaucoup de questions. Je vais essayer de les reprendre un peu dans l'ordre. La concurrence, oui, deux en une. Deux en une, oui. La concurrence, bien sûr, oui, il y en a toujours plus, mais il faut replacer ça dans une perspective à plus long terme. C'est-à-dire, si vous regardez, il y a une génération, il y a 30-35 ans, la consommation de vin, c'était finalement un produit local, consommé localement par les pays producteurs qui étaient essentiellement ceux d'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, qui produisaient et consommaient leur vin. Et les Français ont réussi donc depuis un demi-siècle à peu près à exporter leur vin sur des marchés non producteurs qui donc n'avaient pas de ressources locales et donc évidemment leur consommation était faible. Et le succès du vin sur ces marchés a effectivement fait naître des vocations de concurrents en Australie, au Chili, en Afrique du Sud, en Argentine et même en Californie. Et donc des productions sont venues concurrencer les nôtres, faisant baisser notre part de marché qui était ultra majoritaire pour qu'aujourd'hui elle soit donc minoritaire tout en étant toujours numéro 1. Mais il y a un bon côté à cela, c'est que la consommation de vin s'est répandue dans le monde et aujourd'hui donc les pays historiques producteurs ne représentent plus que moins de la moitié de la consommation mondiale de vin. Ouais. Il y a donc un très grand marché qui s'est développé dans ces nouveaux pays consommateurs. Certes, des concurrents ont pris des positions sur ces marchés, mais ça a donné un rayonnement au vin français qui est extrêmement intéressant parce qu'il est diversifié.
Phénomène économique passionnant, parce que c'est vrai que ça a dilaté le marché. Et sur un marché qui se dilate, la part relative du leader augmente, bien sûr. Mais je vous pose cette question, est-ce qu'il y a de nouveaux Eldorado pour nous, pour nos exportations de vin, Giorgio Salter? Est-ce qu'il y a de nouveaux territoires où on est encore en situation de conquête? Alors, l'Eldorado du début du 21e siècle, c'est la Chine, qui était inexistante dans nos exportations donc il y a 20 ans et qui est maintenant quasiment le troisième marché de nos exportations, donc un marché qui se compte en milliards d'euros maintenant. Mais effectivement, il y a de l'avenir parce qu'il y a encore des pays qui ne sont pas ouverts à l'importation de vin pour des raisons douanières. Je pense bien sûr à l'Inde, qui est un pays qui a la capacité de consommer du vin, mais qui n'en a pas la possibilité à cause de taxes douanières qui représentent à peu près 300 à 350% de la valeur des vins. Et je pense au Brésil, qui, dans une certaine mesure aussi, est aussi victime de tarifs douaniers dissuasifs à l'importation, avec un potentiel de consommation très important. Donc vous voyez, il y a encore des réserves pour le 21e siècle. Bon, alors précisément, vous nous amenez sur un sujet qui est passionnant, qui est celui des barrières d'entrée sur les grands bassins de consommation. Est-ce que vous constatez, les uns et les autres, à commencer avec vous, Sébastien Abyss, est-ce que vous constatez, puisque vous êtes chercheur à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques, que le monde devient de plus en plus protectionniste de ce point de vue et que nos productions sont un peu l'otage de ces barrières qui montent? Un économiste parlerait de friction à l'entrée des marchés, de ces barrières qui montent. Je pense aux États-Unis. On sort du mandat de Donald Trump, qui a été un mandat plutôt conservateur de ce point de vue. On voit que chaque pays veut faire respecter ses frontières. C'est un élément du bras de fer. Oui, parce qu'on est sans doute passé en l'espace de 30 ans d'une vision village planétaire à un logiciel qui n'est pas encore dominant, mais qui peut se dessiner de la place du village. C'est-à-dire que la mondialisation est critiquée, le grand large est suspect, et on ne regarde pas les interactions, les interdépendances, notamment dans le champ agricole et alimentaire. Pourquoi on exporte des produits et pourquoi on en importe? Parce qu'on ne produit pas de tout partout tout au long de l'année, et parce que les consommateurs dans le monde, 2 milliards de personnes en plus depuis 20 ans, je le rappelle, avec plus de classes moyennes qui ont réclamé de la quantité, de la qualité, et donc 2 milliards de personnes en plus, 8 milliards de personnes aujourd'hui, et une planète agricole extrêmement fragmentée. Donc on a besoin de rapprocher l'offre et la demande, et pour la rapprocher, il y a à la fois des circuits courts qui continuent à fonctionner. Je rappelle que 90% de la nourriture produite sur la planète reste dans le pays récoltée et transformée, c'est-à-dire que le circuit court à l'échelle mondiale, il existe, il domine, et 10% de ce qu'on produit se retrouve sur les marchés internationaux, tout produit confondu. Il y a certains produits qui sont plus internationalisés que d'autres. Le cognac en France est un exemple emblématique, le cacao dans le monde est une autre illustration. Le cognac, c'est 4%, de mémoire 4% de la production consommée en France. Je crois même que c'est 98% aujourd'hui ou 99% qui est exporté. Ça a donc encore reculé, c'est 2%. C'est effectivement donc 2%, ça a baissé. Alors c'était 4% il y a une dizaine d'années. Je vous avoue que je m'étais intéressé au sujet, mais on voit donc que la tendance elle est baissière. Heureusement qu'on est capable de se projeter à l'étranger pour vendre ce type de production. La souveraineté alimentaire, d'ailleurs, c'est pas tout produire. C'est produire ce qu'on est capable de produire à un prix acceptable par le consommateur, à une rémunération qui soit compatible avec les coûts de production du producteur. Puis c'est aussi vendre notre identité, non? Oui, absolument. La souveraineté, c'est cultiver des performances à domicile et rayonner éventuellement avec elles à l'international, et en même temps réduire ou gérer des dépendances par rapport à l'extérieur. Et il y a des produits en France qui ne viendront jamais de la métropole française. Donc ça, c'est une situation. Ce que je voudrais vous dire par rapport à votre première question, c'est oui, il y a une intensification des enjeux stratégiques autour de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde. Donc oui, dans un contexte géopolitique où, disons que le populisme, le nationalisme a plutôt progressé ces dernières années et que le multilatéralisme est plutôt en souffrance, oui, les questions des barrières normatives, des barrières tarifaires, des barrières parfois géopolitiques, parce qu'on va empêcher des produits de circuler parce qu'il y a eu un problème sur un autre dossier stratégique, ça existe aujourd'hui. Mais par rapport à la France agricole agroalimentaire, il faut quand même avoir conscience que dans notre performance à l'export, dont on parle depuis tout à l'heure, aujourd'hui le marché communautaire européen, c'est la moitié de l'exportation. Ça veut dire que l'autre moitié, c'est le reste du monde. Et je crois que c'est très important de le rappeler. Les chiffres 2020 qu'on a commentés au début de l'émission, je rappelle quand même que sur les
15 premiers acheteurs de produits agricoles et alimentaires français, 6 ne sont pas sur le continent européen et 8 ne sont pas membres de l'Union européenne, puisque en fait il y a la Suisse et le Royaume-Uni. Donc le marché extra-communautaire est devenu structurellement important, voire décisif dans les stratégies de croissance de certaines filières. Ça a été dit sur le vin, ça a été dit sur le porc. On pourrait en dire bien sûr de même au niveau céréalier, puisque pour prendre le Maghreb aujourd'hui, la seule Afrique du Nord fait aujourd'hui à peu près 20% des achats de blé de la France. Alors, vous m'invitez à poser la question à Didier Delzesco pour commencer. Inaport, vos territoires stratégiques, vos objectifs aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et c'est quel type, on a besoin de comprendre, c'est quel type de production ? Qu'est-ce qu'on vend ? Au niveau mondial, la production porcine, c'est autour de 110 millions de tonnes et il s'échange à peu près 22 millions de tonnes. L'avantage qu'on a, c'est que dans le cochon, tout est bon. Mais est-ce qu'on vend tout ? Non, c'est ça. Nous, en France, on est à 105% d'autosuffisance. Ça veut dire qu'on exporte à peu près 33% de notre production et on importe 30% de nos besoins. Alors, expliquez-moi pourquoi. Dans une carcasse, pourquoi l'aller-retour ? Parce qu'en fait, dans une carcasse, vous avez différentes pièces. Nous, en France, on est très gros consommateurs de jambon cuit. Donc, il faut détailler la bête. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne... Il y a 4 pièces principales, l'épaule, le jambon, les pièces verticales, la longe qui donne les côtes, les rôtis, et puis la poitrine, les lardons. Voilà. Après, il y a la tête, les pieds, la queue, les oreilles. En Europe, on est plutôt consommateur de viande. Et en France, de jambon. Donc, on est déficitaire en jambon, donc on importe beaucoup de jambon d'Espagne. Et par définition, il n'y en a que 2. Oui. Il nous encore pas fait mieux. Il nous en faudrait 3, mais par c'est bête, pas possible. On n'a pas fait mieux. Donc on importe de jambon. Par contre, sur la carcasse, il reste les oreilles, la tête, la queue, les pieds. Et ça, ce sont des produits qui sont très très bien valorisés sur les marchés asiatiques, et notamment la Chine. Donc on ne prend pas 100 bêtes et puis on se dit tiens, on en exporte 25, on en importe 25. C'est en détaillant l'animal qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a ce mouvement d'aller-retour. C'est comme quand vous faites vos courses, vous achetez pas un cochon. Non. Donc dans le cochon, il faut tout valoriser. Il y a des choses qui se valorisent très très bien sur le marché européen, français, et il y a des choses qui se valorisent beaucoup moins, comme les pieds, les oreilles, les abats, les gras, et qui font l'objet de commerce international. Et donc nous importons, je vous ai interrompu, je m'en excuse, nous importons, c'est ça, parce qu'il nous manque du jambon. De la viande et des jambons, parce qu'on est gros. On les importe d'où ? D'Espagne. Élevés dans des conditions acceptables. Élevés dans des conditions européennes. Oui. Ça mérite un petit mot de commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Après, il y a tous les débats, tant sociétal, on peut aller sur ce sujet, mais au niveau européen, on a quand même des standards de production qui sont quand même nettement au-dessus des autres pays mondiaux. Je pense à la Chine, si vous voulez. On peut parler aussi des conditions d'élevage de porc en Chine ou même aux États-Unis. Donc, c'est sûr que l'Espagne est sur des tailles d'élevage beaucoup plus grandes qu'en France. En France, on est à 200 truies naisseurs engraisseurs, donc c'est des élevages familiaux. En Espagne, on est plus sur des systèmes intégrés avec 2-3 000 truies. À la base, c'est le même système d'élevage, mais c'est pas tout à fait le même. Il y a la question du traitement des animaux, mais il y a la question de la qualité. Et dans ma question, il y avait aussi cette dimension. Non, sur la qualité, c'est équivalent. Je pense que là-dessus, au niveau européen, que ce soit les Danois, les Allemands, les Français, les Espagnols, on est quand même sur un standard européen assez semblable. Après, il y a de plus en plus de segmentation, label rouge, bio, mais on est sur une logique de segmentation. Mais sur la qualité standard, on est quand même au niveau européen sur des équivalents standards. Peut-être pour finir sur la Chine, alors c'est vrai que la Chine, c'est un enjeu fondamental, et au-delà des barrières géopolitiques, exemple Russie, on en a parlé tout à l'heure, nous on est surtout confrontés en viande sur des barrières sanitaires, phytosanitaires, enfin surtout sanitaires pour nous, on laisse le phytosanitaire à nos voisins, et c'est vrai qu'il y a tout un jeu de chat et de souris avec les autorités chinoises qui... Je ne mange que le jambon, vous avez eu la petite illustration, chaque fois on est accompagné. Oh non, mange aussi un peu Non, mais le français, il parle du français. Il mange un peu de saucisson aussi. Aussi, bon, pardon, allez-y, poursuivez. Je rappelle que tout est bon, même les pieds. Donc tout ça pour dire que l'enjeu exportation sur la Chine pour nous, en viande, en viande en général, c'est bien ces débats sur le sanitaire. Parce qu'on sent bien que les Chinois, quand ils veulent fermer le robinet, ils nous sortent X réglementations sanitaires pour essayer de fermer le robinet. Donc, on a investi, nous, en Chine, au niveau de notre profession, puisque nous avons 2 salariés chinois basés à Pékin, et le gros de leur travail, c'est ce relationnel avec les autorités sanitaires, en relation avec l'ambassade de France et nos représentants sur place, pour justement essayer de fluidifier ces tentatives de bloquer les importations. Il y a un problème, la Chine...
le gouvernement chinois rédige un décret ou une circulaire, je sais pas comment ça s'appelle en Chine, en tout cas. Contrôle sanitaire, c'est tout un jeu de chat et de souris, donc ça fait partie. Donc ça se négocie, ça. Oui, au quotidien. Comment ? Il y a déjà le relationnel avec la Chine. C'est un pays qui est très 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 attaché à la relation humaine, donc c'est important d'avoir des connaissances sur place et des missions croisées pour qu'ils connaissent bien nos standards de production, comment on produit comment on fabrique les produits. C'est un travail de tous les jours, ce relationnel, pour justement arriver à fluidifier les échanges commerciaux. Jean-François Lépy, directeur général Soufflet Négoce, pour vous, puisqu'on en était à parler des nouveaux horizons, les Eldorado en cours, qu'est-ce que c'est ? Moi, je vais faire le parallèle avec ce que vient de dire Didier sur les ports. C'est exactement la même chose en céréales. Cet aspect sanitaire et cet aspect de contrôle à l'entrée effectué par une autorité nationale est important dans notre mécanisme de commerce international. Je vous répondrai à la question un petit peu après, mais pour continuer à illustrer sur ce qui se passe en Chine aujourd'hui, on a finalement peu de pays exportateurs qui sont capables d'aller exporter sur la Chine, sur nos produits, que ce soit blé et orge. Parce que la manière dont l'accès du marché chinois est très réglementé au niveau sanitaire, donc nous on appelle ça phytosanitaire, avec un contrôle accru sur quelles peuvent être les graines nuisibles, quels peuvent être les résidus de pesticides, etc. Tout un ensemble de batteries d'éléments qui fait que finalement pouvoir montrer patte blanche et démontrer que l'agriculture qui est produite en local est capable d'aller en Chine, c'est assez compliqué. En France, c'est fait pour protéger le consommateur chinois ? Ou c'est une arme tactique ? C'est une arme, pour moi, c'est devenu une arme tactique. Du champ de bataille pour absolument régler je vais vous raconter l'histoire des orges australiennes qui ont été victimes clairement d'une décision politique et d'une chinoise. Clairement, le gouvernement australien s'est allié avec Trump sur tous les sujets de guerre commerciale. Un des gros marchés d'exportation agricole australien en Chine, c'est l'orge. L'orge à double usage, l'orge pour faire de la bière, l'orge de brasserie, mais aussi de l'orge à usage alimentaire. C'est un marché important, entre 4 et 5 milliards de dollars australiens par an qui allait. Et finalement, les autorités chinoises se sont servies de cette capacité sanitaire et ont taxé les orges australiennes qui ne rentrent plus en Chine aujourd'hui. Et alors, c'est à notre bénéfice puisque nos orges peuvent aller en Chine, donc elles y vont. Mais vous pouvez demain être victime. Tout à fait, exactement. La situation peut s'inverser. Exactement. C'est jamais une bonne nouvelle, c'est ça que vous dites. Et ça, c'est quelque chose qui était sous-jacent ces dernières années, mais qui devient vraiment prépondérant aujourd'hui. Ça devient vraiment quelque chose de très prépondérant. Alors, on va reprendre après une petite pause. Le sujet est vraiment passionnant parce qu'on est au cœur des relations internationales. On voit bien que le commerce, l'échange de produits, c'est aussi vieux que l'histoire économique. C'est l'histoire économique d'ailleurs, ça commence toujours par l'échange, mais on voit bien que le commerce aujourd'hui est l'enjeu de rapports de force de pouvoir, de rapports de force géopolitique entre les grands ensembles économiques. Vous suivez Stop Intox, nous décryptons la question du jour, la vocation exportatrice, on parle d'agriculture, d'agroalimentaire, de la France. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.